Bonjour et bienvenue à la dernière des 3 Web TV dédiées au Smart Territoire durant cette journée Oser l'économie de demain organisée par l'association Innovation Responsable. Je suis Élise Gaultier, animatrice, consultante et formatrice en développement durable et j'ai le plaisir d'animer cette dernière table ronde sur cette thématique qui est dédiée à la mobilité sur les territoires, alors qu'ils soient urbains, périurbains, ruraux et on va surtout se projeter aujourd'hui dans le futur, faire un petit voyage dans le futur, mais qui n'est pas si lointain que ça, vous allez voir, même si on parle de véhicules autonomes. On verra même qu'en fait, les véhicules autonomes roulent déjà en Grand Est. Alors pour parler de ce sujet, de cette mobilité de demain, qui sera autonome ou ne sera pas, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Basset. Vous êtes vice-président des projets partenariaux structurants de l'Université de Haute-Alsace, responsable de l'équipe recherche MIAM. Vous nous mettez en appétit. Modélisation et identification en automatique et mécanique au département ASI de l'Institut de recherche en informatique, mathématiques, automatique et signal. Voilà, donc on a entendu beaucoup de mots en hic. Ici, justement, on aime aussi un autre mot en hic qui est le numérique. C'est vraiment le fil rouge de notre journée. Et on vous laissera dans quelques instants nous présenter votre projet en fait, de développement d'un véhicule autonome. Projet qui a plutôt bien avancé. Et voilà, vous nous en direz plus. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Stéphane Gonzalez. Vous êtes le président d'une start-up qui s'appelle Ozcar. C'est une plateforme web qui facilite la gestion de flottes de véhicules électriques. Parce que la mobilité de demain, on l'imagine souvent électrique également, et optimisée et intelligente. Et vous nous expliquerez vos solutions. Et puis, Jonathan Klein. Vous êtes le cofondateur de la start-up Trésorio. A priori, vous ne vous occupiez pas beaucoup de voitures, vous étiez même plutôt dans les nuages des crypto-monnaies. Et puis, à travers la question épineuse des serveurs qui pourvoient autant des données que de la chaleur, vous avez finalement créé un nouveau réseau routier qui peut être une des briques de cette mobilité intelligente dont on va esquisser les contours ensemble dans cette Web TV. Michel Basset, je me tourne vers vous tout d'abord. Qu'est-ce qu'un véhicule autonome et est-ce qu'on sait déjà en faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un véhicule autonome? Comment vous le définissez, vous, à l'UHA? Alors on dit un véhicule autonome, on devrait dire des véhicules autonomes. Il y a plein de véhicules autonomes différents selon leur usage. Il y a des véhicules autonomes collectifs, des véhicules autonomes privés, à usage pour le transport de personnes, pour le transport de biens. Et donc, en fait, même si effectivement l'actualité met en avant beaucoup plus le transport autonome de personnes, notamment à travers, on a vu, il y a eu beaucoup d'actualités sur le transport avec des navettes automatisées, etc. Eh bien, en fait, on peut imaginer des bus autonomes, des trains autonomes, des avions autonomes, mais aussi dans le domaine de l'agriculture, on voit maintenant arriver beaucoup plus de véhicules comme des tracteurs autonomes, etc. Donc l'automatisation, elle est partout. Et elle arrive très très vite. Qu'est-ce qui définit cette automatisation, cette autonomie, voilà, autonome comme... Alors l'autonomie, ça veut dire effectivement qu'on va partir d'un point A pour aller vers un point de destination qui pourra, si on veut faire du transport de personnes, emmener ces personnes d'un certain lieu à un autre lieu de façon complètement automatisée. Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de conducteur dans le véhicule et donc ces personnes sont transportées comme ça automatiquement. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que on peut imaginer après un certain nombre d'applications qu'on n'a pas aujourd'hui. Et donc sur ces véhicules automatisés, l'avantage énorme que ça peut avoir, c'est qu'on peut avoir des véhicules à la demande par exemple. Donc ces véhicules autonomes vont venir en complément des transports collectifs qu'on peut avoir aujourd'hui, notamment sur des zones qui sont peu ou voire mal desservies. Et puis ça peut aussi être utilisé par exemple dans des centres-villes pour faire du transport de colis, de courriers, de choses comme ça, etc. Donc tout ça est en train d'arriver. Donc vous avez eu récemment, 2017-2018, un certain nombre d'expériences qui ont été faites dans différentes villes, à Paris, à Lyon, à La Rochelle, ou même chez nous à Mulhouse. Et puis, donc, par rapport à cela, effectivement, la technologie avance, les usages avancent, les services à la personne avancent. Et donc, voilà quoi. Donc, nous, on s'intéresse un peu plus, je pense qu'on y viendra par après, un peu plus sur les personnes à mobilité réduite. Voilà, justement, parlez-nous de votre projet spécialement à Mulhouse, que vous avez conduit avec le laboratoire MIAM.
nom est facile à retenir. Détaillez-nous un petit peu ce projet qui est conduit depuis 2-3 ans, ses résultats aussi, qu'est-ce que ça donne? Alors effectivement, ce projet qui s'appelle Projet Sympa en plus, donc voilà, c'est un projet qu'on a commencé il y a 3 ans et qui vise à pouvoir faire du transport, enfin en tout cas un service de transport à la personne sur demande, et ces personnes sont ce qu'on appelle des personnes à mobilité réduite. Alors ça peut être des personnes handicapées, ça peut être des personnes âgées, et donc en tout cas qui ont des difficultés donc de mobilité. Et donc l'idée, c'est il est à 2 niveaux. D'abord au niveau du service, c'est-à-dire que leur procurer une application à partir de n'importe quel téléphone, une application qu'on pourrait avoir pour leur dire voilà, je veux réserver un véhicule à telle heure, à telle date, etc. pour m'emmener à tel endroit. Et donc ce véhicule se retrouvera devant chez elle pour pouvoir le faire si jamais le besoin s'en fait sentir. Évidemment, si quelqu'un, en fonction de ça, en fonction de son handicap, a plus ou moins besoin d'un service associé à la personne, il se fera automatiquement. J'entends par là, si par exemple la personne a besoin vraiment, elle est vraiment fortement médicalisée, qu'elle a besoin d'une ambulance, alors on lui proposera l'ambulance direct derrière. Si par contre elle peut avoir besoin juste d'un véhicule qui va l'emmener jusqu'au tramway parce qu'elle ne peut pas trop bouger mais elle peut quand même un petit peu marcher, eh bien on proposera cette solution. Donc en fait c'est à 2 niveaux. D'abord on va lui proposer le meilleur trajet avec les meilleurs moyens de transport qui lui seront proposés en fonction de son profil. Donc, et puis à partir de là, nous on va gérer derrière une flotte de véhicules automatisés qui vont venir en complément des systèmes de transport collectif qui existent déjà par exemple sur une ville. Alors est-ce que ce système que vous nous décrivez, il existe déjà ou il va se déployer dans les mois à venir? Exactement, il existe déjà. On a déjà fait un certain nombre d'essais sur les 2 dernières années. Alors l'objectif de nos essais était essentiellement de montrer la faisabilité, au niveau de l'application, au niveau aussi de l'usage. Et donc on a déjà eu l'occasion de faire un certain nombre d'essais. On a l'avantage de pouvoir travailler avec une société qui fait déjà de la gestion de flotte de véhicules, notamment les ambulances. Et puis on a eu surtout l'énorme avantage de travailler avec le centre de réadaptation de Mulhouse, qui est en fait, avec eux, on a pu justement pouvoir affiner un peu le service et les applications qu'on a développées par rapport à différents types de handicap, types de profils de personnes. Et c'était vraiment une collaboration très riche qui est en train de se terminer, mais qui va amener à d'autres collaborations futures par rapport à ce service-là. Alors on voit finalement que quand on parle de véhicule autonome, ce qu'on a au bout du compte, c'est pas un conducteur, puisqu'on ne conduit plus, mais un utilisateur autonome en réalité. La mobilité autonome, on parle autant d'autonomie du véhicule, peut-être électrique, on en parlera après, que d'autonomie de l'usager du véhicule. Alors, exactement. Alors effectivement, le véhicule électrique, je m'avancerai pas trop là-dessus, mais on travaille évidemment avec des véhicules électriques aussi qui vont devoir se charger automatiquement. Hein. Et effectivement, le véhicule va être vu comme finalement un moyen de transport, un objet connecté qui va permettre de pouvoir transporter des biens, des gens, etc. à la demande. Et ces véhicules ne seront pas... Alors, on a des véhicules collectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi, vous pouvez imaginer aussi que la personne veuille quand même avoir son propre véhicule privé autonome. Donc ça, on aura aussi des véhicules privés autonomes. Mais si la personne accepte le fait qu'elle puisse avoir à sa disposition des moyens de transport collectifs automatisés, alors ça sera la demande. Et donc ces véhicules pourront vous transporter à un moment donné, mais transporter quelqu'un d'autre à un autre moment, etc. Alors je me tourne vers Stéphane Gonzalez maintenant, puisque ce sujet de l'autonomie des utilisateurs aussi, c'est un peu le point de départ de la solution que vous avez mis en place avec la start-up Oscar. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos constats de départ, la solution que vous avez développée? Oui, tout à fait. Nous, on s'est intéressé à la voiture électrique il y a déjà quelques années, en se posant la question de comment intégrer ces voitures électriques dans les parcs automobiles des entreprises ou des administrations, qui sont essentiellement, même encore aujourd'hui, essence ou diesel. Donc comment faciliter l'intégration de ces voitures électriques dans des systèmes mutualisés, c'est-à-dire qu'on a des pools de véhicules qui sont partagés entre plusieurs utilisateurs. Donc comment garantir à l'utilisateur qu'il aura un niveau de charge suffisant dans sa voiture électrique au moment où il prend la voiture après l'avoir réservée, même s'il l'a réservée il y a déjà quelques semaines, même si la voiture a été utilisée avant, même si elle est déjà réservée pour après, il faut pouvoir anticiper ses besoins de charge, et pour ça Oscar a développé une solution.
Alors, où en êtes-vous dans est-ce que vous êtes au stade de l'expérimentation encore? Avec qui vous développez? Quelles entreprises ou quelles peut-être collectivités ont accepté de jouer le jeu? On travaille d'abord avec le Lauria, puisque tout ça a demandé des algorithmes assez pointus pour attribuer le bon véhicule au bon utilisateur. Donc on arrive à anticiper tout ça grâce à notre logiciel qu'on a développé avec le Lauria. Et on travaille aujourd'hui avec EDF pour tester la solution. Ils vont tester notre solution sur le parc, leur parc de véhicules de la centrale électrique de Nogent-sur-Seine. Donc on va équiper 40 véhicules. Puisque là, EDF est un gros programme ambitieux d'installation de voitures électriques dans leur parc pour l'année prochaine. Donc on va aussi les accompagner dans le dimensionnement en fait, de leur parc électrique. Puisqu'en fait aujourd'hui ils n'ont pas forcément les bonnes données d'usage pour savoir si on peut passer à 30, 40, 50, 80% de voitures électriques dans un parc de véhicules qui fait aujourd'hui à peu près 4000 véhicules sur la flotte EDF. Donc c'est un enjeu extrêmement important pour les entreprises de pouvoir bien dimensionner le parc de véhicules électriques, sachant qu'une voiture électrique coûte assez cher à l'achat en investissement, mais ensuite est très peu coûteuse à l'usage. Donc il faut arriver à faire utiliser ces voitures électriques le plus souvent possible. Donc de manière le plus intensive possible, alors qu'elles ont une autonomie assez limitée de entre 100 et 300 km. Donc le vrai sujet, c'est comment faire beaucoup de kilomètres avec une voiture qui en fait pas beaucoup. Ouais. Donc pour ça, c'est l'autopartage qui peut apporter une vraie solution pour optimiser le taux d'utilisation des véhicules et permettre à chacun de faire des économies sur sa mobilité. Alors ce véhicule, une fois qu'on l'a pris, finalement on va le faire rouler et là il risque de croiser quelques serveurs trésoriaux disséminés ça et là. Je me tourne vers vous, Jonathan, présentez-nous votre solution. Alors comment vous êtes un acteur de la mobilité mais un peu par ricochet, racontez-nous un peu la solution que vous proposez avec Trésorio et l'application possible à la mobilité. Trésorio a développé un concept de chaudière numérique. Le principe, c'est de changer de paradigme au niveau des data centers. Aujourd'hui, les data centers qui hébergent les données et qui apportent la puissance de calcul aux besoins cloud sont généralement des énormes bâtiments situés à la périphérie des villes, extrêmement énergivores. Et le fait qu'ils soient justement à la périphérie des villes rend l'utilisation de la chaleur qui est émise lors des calculs extrêmement compliquée. Donc on a énormément de consommation électrique, beaucoup de chaleur produite et finalement très peu de chaleur récupérée. Chez Trésorio, donc on a décidé de regrouper les différents éléments d'un data center au sein d'une armoire informatique. Donc c'est une armoire qui prend 1 mètre carré au sol. On a développé un système de refroidissement qui nous permet de récupérer 100% de la chaleur qui est émise par ces serveurs informatiques. Et on a noué un partenariat avec le groupe Dalkia, qui nous permet d'identifier des bâtiments qui sont extrêmement consommateurs de chaleur pour leur proposer d'échanger un peu de place contre la chaleur produite par ces serveurs, ce qui nous permet de mailler le territoire et donc de placer des micro-data centers un peu partout en France. L'intérêt pour les objets connectés, en particulier pour les voitures autonomes, c'est que quand on cherche à aller d'un point A à un point B avec une voiture autonome, cette voiture va être équipée d'énormément de capteurs, va générer beaucoup de données, analyser son environnement pour transporter ses passagers de manière sécurisée. Et tout ça, il faut de la puissance de calcul. On voit certaines technologies apparaître qui permettent de faire ces calculs directement dans la voiture, mais on sait bien que ce sera quand même limité. Et si ces voitures autonomes doivent discuter avec des serveurs qui sont potentiellement à 1000-2000 km et qui travaillent pour potentiellement des centaines de milliers de voitures en même temps, il pourrait y avoir un problème et les informations pourraient ne pas transiter assez rapidement. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est déployer tout un tas de centres de calcul en France et de permettre à la voiture connectée de délester ses calculs et ses analyses au serveur le plus proche et de sauter de serveur en serveur au fur et à mesure de son trajet. Donc elle va pouvoir effectuer ses calculs d'abord dans un hôpital, puis dans une université, puis dans une usine, etc. au fur et à mesure de son trajet. Et là, on parle d'un futur proche, très proche, ou en fait c'est déjà là depuis hier? Alors de notre côté, c'est un futur très proche puisque notre solution sort dans 1 mois et permettra justement aux développeurs qui travaillent sur les véhicules autonomes, comme à n'importe quel développeur d'intelligence artificielle, de big data ou qui travaille sur des objets connectés, de se connecter rapidement à la chaudière numérique la plus proche pour y délester les calculs et du coup de sauter de serveur en serveur comme ça en fonction de l'endroit où se trouve l'utilisateur.
Bien. Alors merci à tous les trois pour vos témoignages. Il est déjà temps de se quitter. Voilà, retenons qu'on ne parle pas d'un véhicule autonome, mais de véhicules autonomes et que finalement, il ne faut jamais perdre la finalité du vœu qui est de favoriser l'autonomie, surtout des utilisateurs, quel que soit le véhicule qu'on a, que ce soit en flotte partagée, que ce soit son véhicule individuel, quelle que soit aussi sa situation personnelle et quel que soit l'endroit où on se trouve, en gardant aussi en tête que tous ces véhicules c'est de la donnée, on n'est plus seulement sur de la mécanique mais aussi sur la statistique, sur de la donnée et on a finalement toute une nouvelle architecture routière qui est en train de se mettre en place. Et là on ne vous a pas parlé d'un futur dans 10 ans mais c'est déjà ici et maintenant. Alors bonne continuation, bonne route à tous les trois dans vos actions sur la mobilité. Merci à vous. Et puis je vous propose de nous retrouver dans un instant avec Philippe Hainaut qui nous présentera la stratégie numérique de Metz Métropole pour un dernier Web TV dans le cadre de notre parcours Smart Building et Smart Territoire de la journée. A tout de suite.